Bonjour les amis, c'est avec beaucoup de joie que je viens à vous pour réaliser ce second podcast de l'émission Musique et Conscience. Alors dans ce podcast, nous allons traiter des termes suivants, musique vibratoire, art vibratoire, séquence numérique, code, couleur, son, forme et géométrie sacrée, matrice, ligne de code ou encore plus particulièrement en référence à mes propres travaux, la musique transsymphonique, le cœur ADN, les cellules vibratoires, transnumériques et un tas d'autres termes que nous allons développer dans ce podcast. Alors si tous ces termes intriguent votre curiosité, votre conscience, restez jusqu'à la fin de ce podcast pour découvrir tout ce que ces mots renferment. Alors, c'est le deuxième podcast donc, de cette série sur la musique et la conscience. Et donc, je viens vers vous pour partager un petit peu de cette conscience et de ces prises de conscience sur ces liens fabuleux qui existent entre la musique et la conscience. C'est pour ma part peut-être les mots qui définissent, qui ramènent le mieux l'ensemble de mes aspirations depuis que ce chemin a commencé consciemment pour moi à l'âge de mes 15 ans, donc ça fait à peu près 25 ans. Voilà, il n'y a pas besoin d'être très fort en calcul pour deviner mon âge. Et donc aujourd'hui, ces deux mots, comme je l'expliquais dans le précédent podcast, le mot musique, le mot conscience, sont des mots assez simples qui résument à eux seuls ces aspirations. Alors, pour introduire un petit peu donc justement le thème de ce podcast, dans le précédent, j'avais évoqué à un moment donné ce qui, il y a une dizaine d'années, avait été un petit peu un point d'interstice pour moi entre ces deux domaines, au travers du domaine de l'eau, de la mémoire de l'eau, qui avait été pour moi une manière visuelle, photographique, de vraiment voir la jonction entre ces deux domaines. Et puis, voilà, dans ce podcast, je vais vous parler d'un petit peu ces différents termes que j'ai évoqués en introduction, un petit peu au fil de l'introduction. Alors, tous ces termes, quand on parle notamment, il faut savoir une chose, c'est que dès qu'on met des mots sur quelque chose, à la fois on va aider le mental à se clarifier, à savoir de quoi on parle, à peu près de définir à peu près de quoi on parle. Le seul problème étant que on peut soit se retrouver dans des termes qui enferment, soit au contraire, on peut galvauder les mots à force de les utiliser d'une manière qui ne crée rien du tout de pertinent. Et c'est toujours un peu le côté délicat quand on est dans les termes, quand on est dans les champs que sont le chant CHAMP, de la conscience ou de la musique qui, comme je l'expliquais dans le précédent podcast, on est dans le domaine de l'intangible où certes pour communiquer on a besoin de mots et encore une fois avec l'écueil qui est celui de pouvoir se perdre dans des termes. Alors, donc, ceci étant dit, il y a toujours ces deux écueils possibles. Donc, prendre ce qui permet justement de soutenir l'émergence d'une conscience et puis laisser ce qui, au contraire, dans ce que je vais dire, qui nourrirait trop le mental. Alors, en fonction des sources d'informations qu'on peut avoir, dès qu'on est dans ce champ lexical que j'ai employé au début de ce podcast, c'est vrai que moi j'avais eu tendance à limiter un petit peu ces termes parce que j'ai comme énormément de termes, comme par exemple même le mot amour, juste pour ne citer que lui. Quand je vois à quel point des mots qui sont parfois très précieux pour parler d'une conscience, d'une réalité, sont parfois tellement galvaudés que j'ai fini par des fois ne pas vouloir les utiliser, mais avec la limite qui est que c'est difficile de communiquer sans mettre quelques mots. Mais je donne un exemple, par exemple comme le mot quantique,
qui est un mot extrêmement précieux, qui fait référence à la physique quantique pour définir des phénomènes qui ont lieu simultanément dans des espaces-temps différents, pour montrer à quel point tout est relié. Ces mots-là ont ensuite été utilisés, réutilisés, réexploités d'une manière non signifiante dans les domaines du développement personnel, dans le développement spirituel et de conscience, ce qui fait que ce sont des mots qui perdent leur substance. Ce mot-là, quantique, je ne l'ai pas cité dans la liste, pourtant dans son essence il en fait partie, mais il fait vraiment partie en particulier de ces mots qui sont vraiment galvaudés. Alors, pour certains, la liste des mots que j'ai employés est plus ou moins familière, pour d'autres pas du tout. Donc je reprends le premier que j'ai employé, de musique vibratoire. On entend peut-être plus souvent le terme d'art vibratoire. Donc qu'est-ce que ces mots renferment? Alors, il y a ces mots que j'ai choisis aujourd'hui, c'est quand même des mots qui me parlent. Alors avec tout ce que j'ai précisé en introduction, ils sont là pour désigner une approche. En l'occurrence, il s'agit celle de la vibration. Alors, pour faire encore référence à mon précédent podcast où je parlais des travaux du docteur Masaru Emoto, le terme Hado en japonais signifiant vibration est vu comme la vibration est vue comme étant à l'origine de tout ce qui est. Alors la vibration aujourd'hui il faut déjà qu'on l'entende dans le sens le plus simple du terme. Par exemple, quand on lance un caillou dans l'eau, elle va produire un certain nombre d'ondulations qu'on appelle aussi des vibrations, et on retrouve ces mêmes phénomènes dans l'acoustique, avec un phénomène vibratoire, mais à proprement parler. Là, il ne s'agit pas d'un concept, il s'agit à proprement parler. Il y a un système vibratoire qui se met en place au niveau acoustique, par le son, par la lumière. Et donc en fait, à partir de ça, on peut se rendre compte que tout langage physique manifesté de l'univers, je citais le son et la couleur, ont derrière des vibrations. Alors moi je rajoute que, et ça va être pour moi un petit peu le dénominateur commun de l'ensemble de ces approches, dès qu'il y a vibration, il y a nombre, parce qu'il y a un certain nombre de vibrations qui vont se produire dans un certain espace pendant un certain temps donné. Ces nombres, loin d'être tristes, en fait, répondent d'une mécanique absolument extraordinaire dans l'univers. On va retrouver ensuite ces nombres sous forme ensuite de séquences, aussi bien dans l'ADN que dans la manière dont s'organisent les cellules chez tout être vivant, aussi bien au niveau atomique, subatomique. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Et comme je le disais, moi j'envisage ces nombres avec énormément de poésie, pas comme une formule, comme des équations extrêmement tristes qui seraient là pour résumer la vie. D'ailleurs, pour moi, toutes ces équations, ce sont non pas des causes de la vie, mais des conséquences. Donc c'est plutôt des phénomènes qu'on peut observer comme étant la conséquence d'un mouvement initial, et qu'on peut observer sous forme de nombres. Et alors ensuite, ce qui est absolument merveilleux dans le domaine des nombres, c'est de rentrer dans le domaine de l'harmonie. Alors on parle du terme, ce terme fait bien sûr référence à la musique, mais le principe est le même, c'est-à-dire que ces nombres, ces vibrations ensuite vont être vecteurs d'harmonie, c'est-à-dire, alors l'harmonie c'est pas au sens il y a des choses harmonieuses et des choses inharmonieuses, c'est pas dans ce sens philosophique-là, c'est-à-dire c'est plutôt le fait que ces nombres vont entrer en résonance les uns avec les autres, vont produire des effets et des nouvelles harmonies, justement, des nouvelles harmoniques, quand ils sont réunis.
Donc, et c'est même dans les mathématiques, d'un point de vue philosophique, ça a donné naissance à tout un courant de pensée comme celui qu'on connaît comme étant initié par Pythagore, dans lequel il ne voyait bien sûr pas seulement les nombres dans sa dimension purement équation et mathématique, mais également dans sa dimension philosophique, dans lequel le nombre a un sens, et toutes ces harmonies, toutes ces harmoniques de ces nombres ont des sens extrêmement profonds. Et c'est ce qui a donné d'ailleurs naissance à la numérologie moderne. Alors bien sûr, pareil, comme toujours, ce sont des disciplines qui, par rapport à l'essence d'origine, ont pris des directions parfois complètement opposées, et puis aujourd'hui, avec notre vision du monde extrêmement scientifique, où on a écarté toute cette dimension du sens, toute cette dimension de l'harmonie, c'est simplement vu comme des disciplines à l'image de l'astrologie, comme étant des disciplines frauduleuses, bonnes pour les magazines et pour les charlatans. Donc, dans l'essence de ces disciplines, il y avait un regard sur le nombre, sur l'harmonie, sur le sens, sur la sémantique des mots, des lettres, des valeurs numériques, comme étant vraiment porteuses de sens et porteuses d'une vibration. Alors, maintenant, du coup, quand j'emploie le terme de vibration, il a toujours toutes ces définitions en même temps. Donc, à la fois au travers de ces aspects les plus tangibles, la vibration, comme je le disais, des nombres au travers des vibrations dans les corps physiques que sont le son, la lumière, pour ne citer que. Mais au-delà de ça, et d'une manière beaucoup plus intangible, et c'est ce qu'explique très bien le docteur Masaru Emoto, tout est vibration. C'est-à-dire que finalement, une pensée va émettre un certain champ de vibration. Alors un son, là on en a parlé, une couleur, une image, une prière, des mots, tout va générer un champ vibratoire plus ou moins tangible, plus ou moins perceptible. Il est hyper important d'être hyper humble par rapport à ça, parce que quand on dit oui, un mot émet une vibration, ça veut rien dire, on n'a rien qui le mesure. Soyons humbles par rapport à ça. Prenons par exemple le domaine du son. Dans ce qu'on appelle communément le son comme phénomène vibratoire acoustique, donc de l'air, comme étant principalement celui qui se produit comme vibration de l'air, on en perçoit simplement un seul rang de perception, c'est-à-dire celui qui est à peu près couvert entre 20 Hz et 20 000 Hz, c'est-à-dire entre 20 vibrations et 20 000 vibrations par seconde. Et il y a énormément de vibrations, d'un champ vibratoire en dessous de ces 20 Hz et bien sûr infiniment au-dessus de ces 20 000 Hz. Et c'est pas parce qu'on ne les perçoit pas qu'ils n'existent pas. Alors dans le domaine du son, j'ai pris un exemple volontairement très simple, parce qu'on connaît bien sûr les ultrasons, même si on ne les entend pas, mais on les connaît, on sait qu'il s'agit d'un phénomène vibratoire qui existe, même s'il n'est pas perceptible par l'oreille humaine. Il peut être enregistré par un tas d'autres appareils d'ailleurs, et certains animaux, comme vous le savez, les entendent, les perçoivent. Mais nous avons pareil pour le phénomène de la couleur, c'est qu'un tout petit spectre de l'onde lumineuse que notre œil est capable donc une toute petite partie de ce spectre vibratoire que notre œil est capable de percevoir sous forme de couleurs. Et en dessous, en deçà de ces vibrations-là, la vibration continue d'exister, même si on ne l'aperçoit pas. C'est d'ailleurs ce qui fait que les ondes radio, Wi-Fi, cellulaires fonctionnent.
à part des gens extrêmement sensibles au niveau des ondes électromagnétiques, la plupart d'entre nous, nous ne les percevons pas. Et pourtant, on ne nie absolument pas leur vibration. Mais on ne les nie pas parce que ce qu'on appelle aujourd'hui la science, c'est-à-dire le système de pensée qui valide ce qui est acceptable, vrai et faux, a des outils qui lui permettent de les mesurer. Et donc, comme elle a des outils qui lui permettent de les mesurer, elle les considère comme vraies. Comme aujourd'hui, la science académique reconnue, en tout cas de manière globale, comme elle n'a pas les outils pour mesurer les vibrations d'un mot, et donc elle ne va pas reconnaître cette dimension vibratoire-là, ou comme la prière ou d'autres. Alors je parle bien du champ académique de la science, parce qu'il y a énormément de chercheurs et de scientifiques qui par plein d'expériences, notamment avec l'eau, mais pas seulement. Il y a aussi l'effet Kirlian, il y a un certain nombre d'autres outils qui sont énormément d'outils, puis je n'ose même pas imaginer le nombre d'outils qui existent déjà sur cette planète, mais dont on ne parle que très peu, parce que tant que ça vient contredire une certaine vision du monde, il faut toujours un peu du temps avant que le grand public soit au courant. Mais beaucoup de choses existent, notamment pour ceux qui sont intéressés sur le domaine de l'eau, il y a vraiment en Russie, aux États-Unis, beaucoup de choses absolument fascinantes qui sont déjà disponibles quand on les cherche, les informations. Donc voilà, il y a tout un tas de champs vibratoires qui pour l'instant sont méconnus de la science, mais qui sont pour autant bel et bien existants. Ces champs vibratoires, on a beaucoup plus de capacité qu'on l'imagine de les percevoir. On a tous un percevoir beaucoup plus grand qu'on l'imagine. Et quand je parlais tout à l'heure, par exemple, de la vibration des mots, mais on peut aussi parler de la vibration des personnes, ou la vibration d'une personne à un moment donné, dans son énergie. Ce qu'on appelle son énergie, c'est ça, hein. Ce qui est un ensemble de champs vibratoires, incluant ses pensées, sa santé physique, psychique, mentale, son rayonnement intérieur du moment. Tout ça, c'est ce qu'on peut regrouper sous le terme d'énergie, de vibration d'une personne. C'est des choses qu'on sent. On sent ces choses-là sans appareil de mesure. On a une seconde ou deux quelqu'un au téléphone, à la voix, on s'est connecté à un millier d'informations vibratoires qui nous permettent de savoir comment est notre interlocuteur en face, comment est notre conjoint, nos enfants, juste quelqu'un des fois rentre dans la pièce, on sent son énergie. On rentre dans des lieux, on peut ressentir la vibration, c'est-à-dire tout un tas de choses qui continuent à être en résonance dans le lieu, et qui fait qu'on va se sentir plus ou moins bien, ou plus ou moins bien ou mal. Alors là, je parle de résonance dans un lieu. Quand je jette un caillou dans l'eau, quand j'en vois les ondes, le caillou il a déjà été jeté. Pourtant les ondes continuent. C'est la même chose qui se passe dans un lieu. Il va y avoir tout un tas de phénomènes acoustiques, lumineux, mais aussi tout ce champ moins tangible qu'est la vibration des mots, des énergies des gens qui fréquentent le lieu, et tout un tas d'espaces vibratoires qui, bien que l'émission originelle n'existe plus, ce caillou dont je parlais, comme un écho, ces résonances continuent à être là dans des lieux. C'est pour ça d'ailleurs que les gens qui sont thérapeutes ou qui reçoivent beaucoup de clients et qui vont vivre des processus assez intenses au niveau émotionnel, énergétique ou vibratoire, on leur demande vraiment de processer pour nettoyer leur lieu, parce qu'ensuite cette vibration elle reste. Et c'est même une hygiène que je pense que petit à petit les générations suivantes trouveront comme normale. C'est ça, de faire toute cette hygiène sur soi ou par rapport à son propre lieu, une hygiène vibratoire pour nettoyer et purifier. De la même manière qu'il a fallu du temps pour instruire l'humanité à un certain nombre de gestes d'hygiène d'un point de vue corporel, et de la même manière, petit à petit, on va percevoir de plus en plus individuellement
la nécessité de cette hygiène vibratoire à titre personnel. Et ça nous amène aussi à une plus grande responsabilité par rapport à tout ce qui vit, parce que finalement, tout choix, toute situation, toute rencontre, toute personne, toute création, toute action qu'on fait a une vibration particulière. Et si on se connecte à la vibration de notre action, de notre choix, de la personne avec qui on a peut-être envie de partager ou pas, le lieu qu'on a peut-être envie de visiter ou pas, ben on va se rendre compte qu'il y a des vibrations qui vraiment vont créer quelque chose de positif pour nous, et puis il y a des vibrations qui ne vont pas créer quoi que ce soit de positif pour nous. Et j'ai vraiment choisi les mots pour le dire. Je ne suis pas du tout en train d'aller jusqu'à dire qu'il y a des vibrations positives ou négatives. Quand je parle de ça, je le fais avec beaucoup de pincettes. Mais là, il s'agit vraiment de dire que pour moi, à cet instant, telle vibration, ça peut être une nourriture, une personne, une pensée, une lecture, un film, peut-être être une vibration qui va créer quelque chose de petit pour moi, ou au contraire non. Et développer cette conscience, ça permet de vraiment choisir. Par exemple, dans le domaine des relations, à un moment donné, telle personne, pour moi, à cet instant, ça ne va pas créer pour moi de me mettre en lien avec cette personne. Peut-être que l'instant suivant, ou dans un autre contexte, oui, mais peut-être pas à cet instant-là. Pareil pour un lieu, pour la nourriture, pour ce qu'on écoute, pour les choix. Donc c'est en ce sens qu'il y a une notion de conscience très importante. Alors, du coup, pour en revenir au terme que j'ai employé, l'art vibratoire, tout comme la musique vibratoire, mais le deuxième mot on l'entend moins fréquemment, est précisément créé dans cette intention-là, c'est-à-dire dans l'intention d'être une nourriture qui soit vraiment créative et récréative pour l'être. C'est-à-dire qu'on a une fonction différente. C'est-à-dire que, par exemple, par rapport à l'art, il a toujours eu un certain nombre de fonctions, de plaisance, de plaisir, le plaisir pouvant être physique, intellectuel, psychique. Il y a un certain nombre de fonctions. La musique, on peut écouter la musique pour danser, on peut écouter l'énergie pour vivre quelque chose au niveau émotionnel et quelque chose qui nous mette la pêche émotionnellement, physiquement. Il existe tout un tas de fonctions pour lesquelles on peut vouloir écouter de la musique, par exemple. Et là, quand on est dans cette dimension vibratoire de la musique ou de l'art, c'est que on cherche vraiment quelque chose qui va être une nourriture pour la conscience. Comme je le dis, il y a plein d'écueils avec les mots, parce qu'en ce sens, toute musique est vibratoire. Donc il n'y a pas de musique qui ne serait pas vibratoire, il n'y a pas d'art qui ne serait pas vibratoire. Tous les arts sont vibratoires, puisque tout est vibration, toutes les musiques sont vibratoires parce qu'elles sont vibrations. C'est simplement des musiques ou des arts qui se posent comme ayant pour vecteur vraiment de transmettre quelque chose au niveau d'un champ subtil de vibration qui est notamment celui de la conscience. Alors après, tous les gens qui utilisent ces termes, c'est un spectre extrêmement large, et puis c'est toujours pareil, vous allez pouvoir trouver des choses qui sont nourrissantes pour vous à un moment donné, et d'autres qui le sont absolument pas. Alors, j'ai employé les termes de musique vibratoire, d'art vibratoire. Alors, j'ai parlé aussi d'un sujet qui là devient très intéressant. J'ai parlé de séquences numériques. Donc il y a beaucoup de choses hyper intéressantes par rapport à ces séquences numériques et de les rapporter vraiment au langage informatique. C'est-à-dire que toutes ces vibrations dont je parlais, on peut aussi rentrer très largement dans le champ des séquences numériques à la façon donc, de l'informatique, comme je disais, et de comprendre à quel point on est dans un monde dans lequel on va dire on est programmé et dans lequel on se laisse programmer. Alors je fais vraiment la double analogie avec l'informatique, mais pour employer des termes beaucoup plus concrets, beaucoup plus absorbables, je parlerai de l'ensemble du conditionnement. L'ensemble du conditionnement dans lequel on évolue, qui pour moi répond très largement, et je refais encore cette analogie de lignes
fait vraiment référence à des lignes de code sous forme de conditionnement qu'on absorbe jour après jour. Donc on devient ce dont on se nourrit, et donc on se nourrit constamment au travers des différents messages de cette société, par l'éducation, par absolument tout. Par absolument tout. Tous les messages, toute l'éducation, tous les messages qu'on reçoit, on reçoit vraiment une certaine ligne vibratoire. Et voilà, aujourd'hui je fais partie de ceux qui perçoivent que une grande majorité de ces lignes vibratoires ne sont absolument pas une contribution pour l'être de conscience que nous sommes. J'en prends pour preuve que plus on absorbe les lignes vibratoires, les lignes de code de cette matrice, hein, j'emploie volontairement ce terme, plus on s'éloigne en principe de notre nature véritable, de notre conscience qui est juste énorme et infinie. Et si on reste vraiment dans les lignes de code de cette matrice, on a tendance au contraire à se voir comme extrêmement petit, faible, vulnérable, et comme étant la somme hasardeuse et chaotique d'une équation qui consiste à naître, travailler, éventuellement avoir un peu de plaisir et mourir. Voilà. Donc on est bien entendu, à mon sens, dans ce que je perçois, beaucoup plus que ça. Et justement, c'est là qu'interviennent un certain nombre d'artistes, et pas seulement d'artistes, hein, mais de tout être qui transmettent de la conscience. Et c'est à cet instant-là que en tout cas pour les artistes, avec tout ce qu'on peut proposer au niveau de la musique ou de l'art vibratoire, qu'on intervient pour proposer justement à nos cellules, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient sur des plans plus subtils, de se rappeler de notre origine véritable, et voilà, les mots sont toujours limités, mais de l'être de lumière que nous sommes en vérité. Alors, et c'est donc là qu'interviennent ce dont je parlais tout à l'heure, donc pour la musique, des couleurs, des sons, des formes et géométries sacrées. Voilà, donc j'avais envie aussi de terminer justement ce podcast en vous parlant un petit peu de quelques-uns des aspects de mon travail en tant que compositeur, avec ces considérations sur la vibration, sur cet art vibratoire. Moi, bon, j'ai commencé, donc, comme je le disais dans le précédent podcast, la musique de manière professionnelle il y a une vingtaine d'années, avec toujours cette quête par rapport à la musique et à la conscience. Et puis en 2008, j'ai commencé à recevoir un certain nombre de révélations sous forme d'inspiration sur les nombres, les sons, les formes et les couleurs, que j'ai appelé, que je continue encore de temps en temps à appeler des travaux de recherche que je mène du coup depuis 14 ans, qui ont juste été pour moi une suite de révélations tout aussi extraordinaires les unes que les autres. Le premier mois où j'ai perçu ces révélations, j'étais en Italie, donc en 2008, et pendant ce mois de novembre, qui était pour moi un véritable mois d'initiation, je n'en dormais absolument plus. Et je voyais à quel point, justement, je parlais d'éducation, de vibration, de matrice, je voyais à quel point tout ce qui m'avait été enseigné sur la musique, d'un point de vue notamment technique, mathématique, tombait littéralement à l'eau. Alors c'était extrêmement puissant, et puis il s'est passé énormément de temps, je me demandais mais comment je vais pouvoir transmettre ces travaux, et je n'en suis toujours pas arrivé au jour en fait où je transmets ces travaux. Par contre, ce que je transmets, c'est les immenses conséquences qu'ils ont eues dans mon approche de l'écriture, et notamment aujourd'hui dans cette compréhension d'un pouvoir immense qu'a la musique en termes justement de programmation et de reprogrammation au niveau vibratoire, pour justement ramener l'être vers une conscience
qui est la sienne, une conscience et qui n'est pas celle que cette société, que cette matrice tente de nous inculquer qu'on est, dont je parlais tout à l'heure, hein, avec cette vision extrêmement limitée de la vie, aussi bien dans toutes les dimensions, y compris en termes de beauté, de magnificence. Voilà, moi ce qui m'a amené à là, c'est qu'effectivement, quand j'avais 15 ans, j'avais vraiment été à la rencontre de musique qui vraiment avait ouvert ma conscience. Et ce cheminement m'a amené à pouvoir aller vraiment assez loin, très finement dans le fait d'aller travailler vraiment, j'emploie vraiment ce terme-là dans ce podcast, vraiment sur des lignes de code qui vont vraiment aider l'individu à retrouver le lien avec certaines fréquences ou même avec sa propre fréquence. Je dis ça parce que un des aspects particuliers de mon travail passe par la traduction numérique qui existe dans certaines signatures vibratoires qu'on peut totalement trouver dans les mots ou dans les nombres et que je retranscris, que je retraduis dans un langage codé, alors avec des algorithmes de traduction absolument particuliers et inouïs, puis qui m'ont vraiment été révélés au travers de ces travaux, mais qui permettent un petit peu vraiment la façon de ligne de code. Alors je souris parce que je pense vraiment en ce moment à l'exemple des lignes de code qu'on voit circuler dans le film Matrix, qui est une analogie pour parler de la réalité virtuelle vibratoire du monde dans lequel on vit. Mais toujours au travers de cette analogie-là, je vois vraiment aujourd'hui mes compositions comme un système, enfin pas toutes, en tout cas celles que j'écris de cette manière-là, comme étant un système vibratoire codé où je peux vraiment encoder des quantités d'informations vibratoires extraites, donc très concrètes, extraites de nombres, de noms, de lettres, d'un certain nombre d'informations encodées. Et récemment, donc, pour faire allusion au terme que j'ai employé un petit peu plus tôt dans la vidéo, ça m'a permis, tout ça à l'heure actuelle je le développe en particulier sous le format transsymphonique, dans lequel, avec tous les instruments de l'orchestre, c'est comme si j'avais énormément, une partition, hein, qu'on emploie aussi ce terme au sens informatique, dans lequel je peux vraiment faire descendre ces lignes de code instrument par instrument qui traduisent vraiment chacune de ces lignes de code que j'ai appelées. Alors ces lignes de code dans la partition, elles correspondent à des cellules vibratoires transnumériques et elles sont organisées autour d'un ADN, un peu comme un être vivant, autour d'un ADN, et qui lui peut être dans les compositions que j'ai fait à l'heure actuelle, aussi bien celles provenant de lignes de code, de vibrations, ce que j'appelais d'un cœur ADN, c'est-à-dire vraiment d'un message clé vibratoire, et que j'appelais pendant un moment mantra, mais qui sont beaucoup plus que des mantras, puisqu'il s'agit vraiment d'un codage, comme je l'expliquais là, très précis de ce mantra dans des lignes de code musicales traduites donc du texte. Et puis c'est ensuite tout un tas de cellules qui viennent se développer et qui viennent encoder ce mantra, alors soit directement le mantra lui-même, soit tout un autre champ d'informations vibratoires à partir de ce cœur. Alors, bon, je dis beaucoup d'informations, je suis conscient de ce qu'il y aurait besoin de le développer plus, et ce n'est pas l'espace là tout de suite pour en parler. Donc, juste sachez pour ceux qui aimeraient aller plus loin par rapport à ce processus-là, que au moment de cette vidéo, j'ai 2 œuvres qui ont écrit, alors ces 2 œuvres ça prend un temps énorme dans la création, 2 œuvres qui existent à l'heure actuelle dans ce format transsymphonique. Il existe l'œuvre Paix et Amour avec toutes ces lignes de code transsymphoniques qui durent 45 minutes, et je viens de créer une à partir du cœur ADN Je me laisse guérir, qui est une œuvre qui elle dure
10 minutes. Dans le cas de ces deux œuvres, il s'agit d'œuvres que j'ai enregistrées avec le chœur de Sofia en Bulgarie. C'était une expérience absolument extraordinaire. Et puis tout récemment, et ça c'est vraiment la nouveauté que je laisse en primeur dans ce podcast, pour ceux qui auront eu le désir d'être là jusqu'au bout, je crée maintenant, ça fait longtemps que c'était en germe, mais je le crée, je l'annonce maintenant. À partir de ce format trans-symphonique, je crée des œuvres entièrement personnalisées sur la fréquence originelle de la personne, alors au travers d'un cœur ADN qui capte vraiment cette fréquence originelle. Et puis la composition ensuite transsymphonique s'organise autour de cellules vibratoires transnumériques qui viennent coder la signature fréquentielle de l'être dans ce plan au travers d'un certain nombre de signatures vibratoires que connaît déjà la personne, comme son prénom, son nom, sa date de naissance, mais ça peut être encore une dizaine d'autres d'informations qui sont vraiment là comme étant la signature vibratoire de la personne. Ça peut aussi être pour ceux qui ont recontacté déjà un nom d'âme ou un nom d'artiste, la vibration, la fréquence. Et tout ça va aider, toute cette musique va aider à deux choses. Elle va aider à la personne de se recentrer vraiment dans ses propres lignes de code et de ne pas se laisser dévier dans les lignes de code qui plairaient à la matrice de contrôle dans laquelle on est, que la personne s'identifie. Et au-delà de ça, s'il s'agit d'un artiste, d'un thérapeute, ou de toute personne qui a un message dans la conscience, forcément c'est un message qui va se heurter à ce monde d'inconscience ou d'anticonscience dans lequel on évolue, et donc ça peut aider très largement à diffuser ce code et à faire péter tous les obstacles qui empêcheraient le partage et la transmission de ce code vibratoire à d'autres. Voilà, si vous avez envie donc d'aller plus loin avec moi, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi sur les différentes plateformes où vous pouvez le faire. Et puis je vous souhaite à tous une agréable journée. À bientôt.